Le raisonnement par récurrence, le raisonnement qui permet de passer du fini à l'infini. Voilà ce qu'en disait Henri Poincaré qui chérissait le raisonnement par récurrence plus que tout. Le raisonnement par récurrence, c'est un type de raisonnement, comme son nom l'indique. La petite difficulté, pédagogiquement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cours. En fait, le raisonnement par récurrence, c'est plus un principe, on pourrait aussi appeler le principe de récurrence, qui va vous permettre de démontrer des propriétés pour tout n, ou du moins pour toute une séquence d'entiers naturels. C'est un type de raisonnement qui ne marche évidemment que pour les suites numériques. On ne peut pas utiliser le raisonnement par récurrence, par exemple, pour démontrer des propriétés sur les fonctions. D'ailleurs, dans un exercice, lorsqu'on vous demandera de démontrer une propriété qui sera affichée dans l'énoncé pour tout n, ou pour tout n appartenant à n étoiles, peu importe, vous avez de grandes chances que le raisonnement par récurrence soit la clé de l'énoncé. Et en fait, tout simplement, pour vous expliquer ce qu'est le raisonnement par récurrence, je vais vous expliquer ce qu'est le raisonnement par occurrence. Le raisonnement par occurrence, c'est constater que quelque chose s'est produit et en tirer une vérité générale. Évidemment, ça, ce n'est pas un raisonnement, c'est un sophisme, ou du moins une erreur de raisonnement. Le deuxième type de raisonnement, c'est le raisonnement par coïncidence. Donc quelque chose s'est passé deux fois. Bon, c'est une coïncidence. Encore une fois, on ne peut pas déduire quoi que ce soit de quelque chose qui s'est produit deux fois. Le raisonnement par récurrence, c'est quand on observe quelque chose de manière justement récurrente, plusieurs fois, successivement et sans interruption. Alors évidemment, ce qu'on appelle en français quelque chose de récurrent, c'est pas tout à fait la même chose qu'en mathématiques. En mathématiques, quand quelque chose est récurrent, c'est que ça se produit absolument tout le temps. Et c'est ça qu'on va essayer de démontrer avec un raisonnement par récurrence. Pour mener à bien un raisonnement par récurrence, on a besoin de deux étapes. Deux étapes qui, chacune, sont nécessaires et non suffisantes. Et quand on les couple, on obtient justement un couple nécessaire et suffisant. Pour qu'une propriété soit vraie sur un spectre de nombres entiers, il faut que la propriété soit vraie déjà sur le premier de ces entiers, c'est ce qu'on appelle l'initialisation, et il faut que si la propriété est vraie quelque part, ça implique qu'elle sera vraie au rang d'après. Parce que si on a ça, c'est ce qu'on appelle une hérédité, vous savez bien ce que c'est génétiquement quelque chose qui est héréditaire, par exemple la couleur des yeux, la taille, etc. Eh bien, ce rang-là va impliquer celui d'après, mais celui-là, il va impliquer celui d'après. Etc., etc. C'est la chute perpétuelle des dominos. Et si on sait qu'on est capable de faire tomber le premier domino et que quand un domino tombe, il fait tomber son successeur, eh bien on sait que tous les dominos vont finir par tomber. Une autre analogie courante, c'est de dire pour monter en haut d'une échelle, il faut que je sois capable de me hisser sur la première marche et que quand je suis à une marche donnée quelconque, je puisse arriver à la marche d'après. C'est le principe, c'est la structure du raisonnement par récurrence. Et en quelque sorte, le cours s'arrête là. Le cours s'arrête là, puisque tout a été dit maintenant. Donc pour mettre en lumière ce cours, pour que vous compreniez la structure de ce cours, comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on l'emploie, eh bien je vais devoir, et c'est pas ce que je préfère pédagogiquement, mais je vais devoir vous montrer quelques exemples. J'ai une toute petite pause dans la vidéo pour te présenter mon livre. Alors mon livre est adressé aux lycéens qui rentrent en première cité de maths. Mais puisque le programme de terminale cité maths c'est à 70% le programme de première cité maths et que 100% des échecs en terminale cité maths sont dus aux lacunes sur la première cité maths, je me suis dit que peut-être ça pourrait t'intéresser. Et puis s'il y a des gens qui ont envie de faire un beau cadeau, ça pourrait vous intéresser. Mon livre, très simplement, c'est un contre-pied total à ce que propose l'éducation nationale et les différents livres que j'ai quasiment tous lus. Alors par probité, j'en ai plein dans ma pièce. Voilà, ça c'est ma pièce de cours dans laquelle je fais mes vidéos. J'ai ce livre-là de Jean-Louis Froh. Le problème c'est que dans ce livre-là, en fait, il y a marqué pour ceux qui ont besoin d'être rassurés. Et on voit bien que Jean-Louis Froh est un professeur des lycées prestigieux de Paris, puisqu'il présente l'intégrale, l'intégration. Donc c'est pas du tout le programme de première, et c'est en ça que par exemple celui-ci peut être lacunaire, il n'est pas tout à fait adapté. J'en ai d'autres, par exemple les vrais exos de chez Nathan. Les vrais exos c'est pas trop mal. Les vrais exos sont pas trop mal si vous rentrez en première ou en terminale, il y a la version. Le problème c'est qu'il n'y a pas énormément d'exercices et que les fiches de cours sont vraiment succinctes. En fait, vous n'avez pas de cours, vous n'avez qu'une planche de bachotage. Et ça, dans mon livre, vous l'avez à la fin du chapitre, un fiche récap du cours, vous l'avez à la fin du chapitre. Il y a les liens exos de chez Ellipse, il y a les mathématiques d'excellence. Pareil, mathématiques d'excellence c'est très bien. Simplement, effectivement, c'est anachronique. Justement, le raisonnement par récurrence est présenté en première, tandis qu'en fait on le fait en terminale. Ces professeurs-là sont pas tout à fait au courant du programme officiel. Dans ce livre-là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une structure de cours qui s'inscrit dans l'épistémologie, c'est-à-dire la genèse historique du programme. Je n'explique pas le produit scalaire comme un amoncellement de théorèmes et de définitions, mais j'explique d'où ça provient, comment est-ce qu'on est arrivé à cette idée-là. Pareil pour tous les chapitres en fait, du programme de première sénat. Chaque chapitre se termine par un vrai faux qui vous permet de vraiment savoir si vous avez compris le cours et de nombreux exercices, plus l'accès à un serveur Discord sur lequel je réponds à toutes vos questions tout au long de l'année. Donc en fait, ce que je voudrais, c'est créer une vraie communauté d'entraide avec les lycéens. Vous pourriez échanger vos DM, vos astuces, et moi j'interviens régulièrement. Et à la fin, la petite cerise sur le gâteau, ce sont évidemment les biographies de fin de livre sur les 21 plus grands penseurs qui ont fait le programme de Stémat. Allez, on reprend la vidéo. L'exemple le plus fameux, celui qu'on montre traditionnellement, c'est celui-ci. C'est démontrer que la somme des n premiers antinaturels est égale à cette formule-là. Donc on va reprendre notre principe de récurrence, on a dit qu'il fallait vérifier que notre formule, enfin notre condition, notre propriété, soit vraie pour un certain rang n. Nous, notre objectif, c'est de démontrer notre propriété ici pour tout n appartenant non pas à n, mais à n étoiles, parce que vous voyez qu'on commence à n égale 1 ici. Donc ce qu'on va faire, c'est une étape qu'on appelle l'initialisation,
Donc là, c'est vraiment pour mettre un petit peu de structure, un petit peu de rigueur. Vous êtes obligé de démarrer avec ce qu'on appelle l'initialisation. L'initialisation, généralement, c'est la partie que tous les élèves comprennent bien et conçoivent correctement. C'est de vérifier que notre formule, elle est vraie au premier rang. Donc au premier rang, notre formule à gauche, c'est quoi? En fait, il y a 1, tout simplement, parce que quand n vaut 1, on fait la somme du premier entier, qui est 1. La grosse erreur qui peut arriver, c'est l'élève, il commence à me faire 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 1, parce que n vaut 1. Non, justement, vu que n vaut 1, en fait, on s'arrête ici. Quand n vaut 2, on fait 1 plus 2. Quand n vaut 3, on fait 1 plus 2 plus 3, etc., etc. Et on va vérifier si oui ou non. Donc, je mets un égal avec un point d'interrogation au-dessus. Ce n'est pas une notation officielle, bien que je la trouve très bien. On va vérifier que ce soit bien égal à 1 fois 1 plus 1 sur 2. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, c'est vrai, parce que ça, 1 plus 1, ça fait 2, divisé par 2, ça fait 1, fois 1, ça fait 1. Donc ça, c'est bon. Notre initialisation, elle est vérifiée, il n'y a aucun problème. La deuxième partie qui est absolument capitale, et c'est généralement là que les erreurs commencent à intervenir, c'est la partie héréditaire. C'est ça que vous avez du mal à comprendre. Le raisonnement par récurrence peut faire penser à un raisonnement par assumption. Un raisonnement par assumption, c'est un raisonnement où on part du principe qu'un truc est vrai pour démontrer que c'est vrai. Ça peut donner un petit peu cette impression-là. Ce n'est pas le cas du raisonnement par récurrence. Pour le raisonnement par récurrence, on suppose que si c'est vrai à un rang n, ça implique le rang d'après. C'est un petit peu différent. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer que notre formule est vraie. C'est ça qui est un peu déroutant. Ok, elle est vraie. Et on va vérifier, donc vérifions qu'on a bien l'hérédité. Et c'est là que je vous demande la plus grande attention. C'est là souvent que les élèves ne comprennent pas. Ce qu'on veut, c'est que quand on passe au rang d'après, c'est quoi l'entier qui arrive juste après l'entier n? C'est l'entier n plus 1. Donc la somme de 1 à n, si on veut la poursuivre, ce serait la somme de 1 à n plus 1. Vu qu'on est passé au rang n plus 1 à gauche, on va le faire également à droite, on va transformer tous les n en des n plus 1. Par conséquent, je me retrouve avec le produit n plus 1 fois n plus 2 sur 2. Ça, c'est un objectif. Vous ne commencez jamais à écrire ça. Ça, je veux dire, vous ne commencez pas votre preuve avec ça. Le calcul commence après. Ça, c'est votre objectif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire ce que c'est ça, concrètement. 1 plus 2 plus 3 plus n plus 1. Déjà, ça, ce morceau-là, on a dit juste en haut qu'on supposait que c'était égal à n fois n plus 1 sur 2. Donc, en dessous, alors je précise, je ne suis pas hyper scolaire parce que je ne suis pas sur une feuille quadrillée, j'ai qu'un tableau, j'essaye d'écrire assez gros, donc je ne peux pas non plus tout écrire. Sur une feuille quadrillée, vous reprendriez le calcul depuis le départ. Mais là, ici, ça fait n fois n plus 1, j'ai mis une parenthèse en trop, sur 2. Et on a notre plus n plus 1. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous rappelle que ces deux lignes-là, pour l'instant, elles sont déconnectées. D'accord? Il n'y a pas de lien entre ça et ça. J'ai repris ce calcul-là en dessous. J'ai transformé cette écriture-là par ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. J'aurais pu le dire juste avant. Donc, j'ai transformé cette écriture-là avec la formule justement qu'on veut trouver. J'ai rajouté le terme de rang n plus 1. Et si je mets au même dénominateur, alors ça, jeunes gens, vous êtes en terminale spé maths. Ne m'en voulez pas, ce n'est pas une carence de pédagogie. Je ne fais pas les calculs. Vous devez savoir faire ça. En mettant au même dénominateur, on obtient n plus 1, facteur de n plus 2 sur 2. Mais c'est exactement ce à quoi on voulait arriver. C'est exactement le résultat qui était souhaité. Donc en fait, ce qu'on a montré, c'est que notre propriété, elle était vraie au rang 1 et qu'on avait l'hérédité. Quand on suppose que notre propriété est vraie à un rang n, et bien quand on passe au rang d'après, on a l'hérédité. C'est-à-dire que notre formule, qui était n fois n plus 1 sur 2, elle a été incrémentée au rang n plus 1. Donc mon n qui est ici est devenu un n plus 1, mon n plus 1 qui est ici, c'est devenu un n plus 1 plus 1 qui est devenu n plus 2. Il y a des choses comme ça que je n'ai pas précisées. Par exemple, ici, le n plus 2, je n'ai pas précisé tout à l'heure que c'était n plus 1 plus 1. Je rappelle, vous rentrez en terminale spé maths. Vous êtes censé avoir le recul pour ce genre de choses. Vous ne pouvez pas attendre d'une vidéo YouTube, par exemple, que la pédagogie reprenne tout depuis la classe de 6e. D'accord? Donc, soyez proactifs, mettez pause et si vous avez la moindre question, vous la posez dans les commentaires et j'aurai l'obligeance de vous répondre. Une autre formule classique, c'est la somme des carrés, qui est égale à n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. On peut la montrer d'une autre manière que par récurrence, mais le raisonnement par récurrence est très expéditif. Donc là, encore une fois, vous voyez qu'on commence à n égale 1.
Donc, on va faire notre initialisation. J'écris juste init, d'accord? Est-ce qu'on a que 1 au carré est bien égal, donc avec mon point d'interrogation, à 1 fois 1 plus 1, ça fait 2. 2 fois 1 plus 1, ça fait 3. Divisé, mince, j'ai écrit 2. Divisé par 6. La réponse est oui. Par conséquent, l'initialisation est vérifiée. On peut passer à l'hérédité et donc mettre en place le principe de récurrence. On va donc supposer que ça, c'est vrai. On va supposer que cette formule est vraie et on va montrer que elle est héréditaire. Donc, je ne vais pas jusqu'à n au carré, mais je vais jusqu'à n plus 1 au carré. Et je vais donc transformer également la partie droite de mon équation. Tous mes n vont devenir des n plus 1. Pour que ce soit joli, je commence à tracer ma barre de fraction pour qu'elle soit bien au niveau du signe d'égalité. Et je remplace le n devient un n plus 1. J'ai donc un n plus 1, je mets bien la parenthèse parce que c'est des produits, c'est important. Mon n plus 1 devient un n plus 2. Et mon 2n plus 1, ça devient un 2n plus 2, bien sûr, que non, 2n plus 3. Pourquoi? Ça, j'ai l'habitude, vous vous gourrez systématiquement. Le n devient un n plus 1. Donc le 2n, ça devient 2 fois n plus 1. 2 fois n plus 1, quand on distribue, ça fait 2n plus 2. Mais quand on rajoute le plus 1 qui est ici, ça nous fait 2n plus 3. D'accord? Ne vous faites pas avoir avec ce genre de choses. Pensez à mettre des parenthèses. Donc ça, c'est notre objectif. D'accord? Mais en fait, je vous rappelle que ça, cette partie-là, on part du principe qu'elle est égale à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. Et donc, il me reste juste mon n plus 1 au carré. Ok? Ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre au même dénominateur en une seule fois. Donc, je vais tirer mon trait de fraction. Hop, je vais essayer de m'appliquer un petit peu pour écrire. Je sais que ce n'est pas ma plus grande qualité d'écriture. On obtient ça. D'accord? Je vais reprendre là-bas pour une question de place et je vais factoriser. Je vais factoriser par quoi? Par n plus 1. n plus 1, il est facteur de quoi? À gauche, il est facteur de n fois 2n plus 1. Encore une fois, ça, je ne détaille pas plus que ça. Pédagogiquement, vous devez savoir ce que c'est. Voilà, donc n fois 2n plus 1. Et là, attention, le n plus 1, il est au carré et multiplié par 6. Donc plus 6 fois n plus 1. On pense bien à mettre toutes les parenthèses nécessaires, le tout sur 6. Si vous redéveloppez, vous avez bien votre n plus 1 fois n fois 2n plus 1, qui est cette partie-là, et le n plus 1 fois 6n plus 1, qui va bien vous faire votre 6n plus 1 au carré. On va développer dans notre grande parenthèse qui est ici. On obtient donc n plus 1, parenthèse d'ailleurs, le n plus 1 qui est tout à gauche, vous voyez que c'est le premier objectif de la formule à laquelle on veut arriver. D'accord? Donc, on va développer ça, ça nous fait du 2n carré. n fois 1, ça fait n, plus 6n, donc plus 7n au final, et plus 6. Ok, le tout sur 6. Souvent, les élèves disent « Ah bah non, mince, c'est pas égal à exactement ce que je veux. » Eh si, vous découragez pas si vite. Distribuez là le n plus 2 fois 2n plus 3 et vous allez voir qu'en fait, c'est égal précisément à ça. Donc en fait, il y a bien égalité entre les deux. Il faut finir le calcul. Encore une fois, ça, vous êtes grand, vous pouvez le finir. Ce que je vous montre dans cette vidéo, c'est un principe de récurrence. Ce n'est pas du calcul algébrique de troisième. Pour être très franc avec vous, comprendre le raisonnement par récurrence avec ces deux exemples, ce n'est généralement pas possible. D'accord? À moins d'être un crack en maths, c'est généralement pas possible. Je vais donc vous montrer un autre type de raisonnement par récurrence. Alors, pour ceux qui sont plus avancés, ce n'est pas le raisonnement par récurrence double ni par récurrence forte. Si vous me formulez la demande, je serais ravi de faire des vidéos sur les récurrences à 2 pas, à 3 pas, récurrences fortes, c'est très intéressant. Mais vous savez que le propos de ma chaîne, c'est d'abord d'aider les lycéens. Je vous répète, pour maîtriser le raisonnement par récurrence, ce n'est pas 2 exemples ou 3 qu'il va falloir faire. C'est peut-être 30 ou 50. Un autre type de raisonnement par récurrence que vous pourriez être amené à utiliser, c'est ça. Donc, quand on vous donne une expression d'une suite, qui est elle-même définie par récurrence, c'est-à-dire que là, vous avez le rang n plus 1 qui est défini en fonction du rang n. On vous donne la valeur de U0, ça pourrait être la valeur de U1, peu importe. On vous demande de montrer pour tout n, je ne l'ai pas écrit, mais c'est pour tout n, que UN est borné, donc entre 0 et 2 en l'occurrence. Votre initialisation, c'est très simple, c'est de vérifier qu'on ait bien ça. Est-ce que U0 est bien compris entre 0 et 2? Jusqu'à preuve du contraire, 1 c'est compris entre 0 et 2, donc l'initialisation, elle est bonne. Maintenant, l'hérédité. Et là, concentrez-vous bien. On va supposer que UN est effectivement compris entre 0 et 2. Notre objectif, c'est à partir de ça, démontrer que UN plus 1 est compris entre 0 et 2. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bricoler U de n plus 1. Pour obtenir mon U de n plus 1, il faut que je rajoute 2 partout. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais faire plus 2, donc ça me fait 2. Plus petit que 2 plus UN, plus petit que 2 plus 2, 4.
Bon, j'ai mon 2 plus un qui est apparu, il faudrait juste que je puisse passer à la racine carrée. Mais qu'est-ce qui m'interdit de passer à la racine carrée en fait dans une inégalité? Vu que la racine, c'est une fonction qui est croissante sur R+. Rien du tout. J'obtiens donc ça. Et racine de 2, c'est plus grand que 0. Donc finalement, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que 0, c'est plus petit que ce truc-là. Mais ce truc-là, c'est la définition de u de n plus 1, c'est la définition récurrente de u de n plus 1. Et racine de 4, ça fait quoi? Ça fait 2. Donc on a bien obtenu ça en fait. Le rang d'après, on a bien démontré que si on avait que un était comprise entre 0 et 2, alors u de n plus 1 était comprise entre 0 et 2. C'est un autre type de raisonnement par récurrence. Alors, je vais conclure ici. Et j'ai conscience que, d'une certaine manière, la vidéo peut être lacunaire, d'accord? Je ne peux pas, dans une vidéo de 15-20 minutes, vous montrer toutes les subtilités de tous les types d'exercices sur le raisonnement par récurrence. Si vous m'en formulez la demande, on peut faire une vidéo avec plein de récurrences, même avec des récurrences fortes, des récurrences à deux pas. Moi, j'adorerais faire ça. Enfin, j'adorerais faire ça. Le mec, il a que ça à faire, mais ça ne me dérangerait pas de le faire. Voilà, donc si vous estimez que ce n'est pas suffisant, ça ne me dérange pas de le faire. Je mettrai quelques liens dans la description de la vidéo avec des exercices qui sont corrigés ou non. Et puis, entraînez-vous. En fait, le maître mot pour ce chapitre-là, c'est entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Je vous dis à la prochaine. Salut!